C'est à la fin des années 90, sous une Russie nouvellement définie après la chute de l'URSS, que le duo Tattoo est créé. Les deux jeunes filles ont été repérées lors d'un casting par leur capacité vocale et leur apparence. Le producteur avait une idée très précise en tête. Il voulait créer un duo en s'inspirant du film suédois Show Me Love, qui en France s'appelle Fucking Amal, et qui raconte l'histoire de deux lycéennes qui tombent amoureuses. Le nom Tattoo est la contraction de Ta Ljubit Tu, qui signifie celle qui aime celle-là. Donc on voit direct ici que, effectivement, le but est de mettre en avant un couple d'ailleurs de femmes. Concernant le contexte politique, et plus précisément le contexte politique de la communauté LGBT en Russie, on peut voir à cette époque une petite lueur d'espoir. En effet, après la chute de l'URSS, en 93, les actes entre deux hommes consentants sont légalisés. Et également, l'homosexualité est retirée de la liste officielle russe des maladies mentales. Et même en 2003, lorsque des conservateurs tentent de faire inscrire dans la liste des raisons d'exemption du service militaire le fait d'être homosexuel, il n'y a pas assez de voix, donc ce n'est pas inscrit. Mais quand même, ça crée un mouvement d'opinion qui prend de plus en plus d'ampleur et ça va vraiment créer l'oppression en fait envers la communauté, puisque même en 2006, dans la région de Ryazan, la propagande d'homosexualité devient interdite et la marche des fiertés de Moscou est également interdite cette année-là, le maire la qualifiant de satanique. Donc vraiment, changement d'ambiance. Mais le duo Tattoo, lui, a eu son succès entre 99 et 2003, donc il est un peu passé entre les mailles du filet. Donc tout d'abord, on va voir très rapidement, parce que la question est très vite vue, si ce duo est en fait vraiment un coup marketing. En fait, quand on regarde très simplement, on voit que le producteur, il avait une idée, comme je vous l'ai dit, et on peut dire aussi qu'il avait tout compris. Il avait pris un business model très simple avec ce petit duo, et c'était faire rêver les gens avec un duo qui représente l'amour, mais aussi un peu le fantasme. L'amour parce que ce sont deux jeunes filles qui s'aiment et qui sont jeunes, innocentes et qui portent un amour vraiment ouvertement, même sur scène. Et puis le fantasme parce que, on va pas se le cacher, ils auraient pu prendre un couple hétéro, ils ont choisi un couple gay. Pourquoi ? Sûrement parce que c'est le concept de deux femmes, c'est un fantasme pour beaucoup. Sur les sites pour adultes, c'est la catégorie la plus populaire. Et puis, comme je vous disais, elles étaient jeunes. Jeunes parce qu'elles avaient entre 15 et 16 ans. Donc on pourrait se dire quand même que c'est un petit peu bizarre. Ce qui m'amène au prochain point, c'était des enfants adulés et désirés. Mais ce n'étaient pas les seuls. Il y avait aussi Britney Spears, avec notamment son clip où elle était en écolière dans Hit Me Baby One More Time, et également quand on lui posait des questions un petit peu inappropriées dans des interviews. There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. Ouais. Well, your breasts. Elle était mineure, c'était bizarre. On a aussi Justin Bieber, qui avait, pareil, 16-17 ans, des questions pareilles, inappropriées. Can I say this? Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. Et puis même Katy Perry, qui a eu un comportement très bizarre avec lui, qui a eu les mains un peu trop baladeuses, on va dire. On a Nathalie Portman. Suite à son film dans Léon, elle avait reçu sa première lettre de fan, qui était d'un homme beaucoup plus âgé, qui se réjouissait qu'elle devienne enfin majeure. Et puis, nous, en France, je trouve que ce qui peut bien représenter ce phénomène-là, c'est la chanson d'Alizée. Je sais pas si vous vous souvenez, la chanson Lolita. Dans cette chanson, Alizée parle du fait qu'elle est désirée par plein de personnes. Sauf qu'elle avait 15 ans à cette époque. Donc, pour moi, c'est la représentation ultime de ce phénomène. Et d'ailleurs, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'une jeune fille pourrait encore sortir une telle chanson à notre époque, ou est-ce que ça ferait parler et on ne laisserait pas passer ça ? Concernant Tattoo, elles ont été très populaires dans un pays en particulier, le Japon. Et je pense que ce n'est pas un hasard, puisqu'au Japon, le phénomène Lolita perdure. La frontière entre l'enfant et l'adulte est parfois assez floue. Je trouve ce n'est pas un hasard qu'elles aient été populaires là-bas. Et en parlant d'Asie,
On peut aussi parler de la Corée du Sud avec ses groupes de K-pop qui débutent parfois très jeunes. On a notamment New Jeans avec une de leurs membres qui a débuté à 14 ans. Et donc elle est née en 2008. Et ce groupe a sorti une chanson s'appelant Cookie, qui parle visiblement de Cookie, mais en réalité qui a potentiellement, puisque ce n'est pas officiel, un sous-entendu un peu plus mature, on va dire, puisque Cookie ressemble à Coochie, qui est un mot anglais qui a une toute autre signification. On a aussi le groupe Red Velvet, qui a fait débuter Yeri à un âge aussi jeune, à 16 ans, et elle chantait la chanson Ice Cream Cake, donc encore de la nourriture, c'est souvent une métaphore employée pour parler de choses un peu plus explicites. Et là aussi, donc, cette chanson est à double sens. Ce n'est pas officiel encore une fois, mais quand on regarde les paroles, on pourrait se dire que oui. Ce petit point sur les enfants adulés et désirés pour résumer au fait que ce n'est pas propre à un pays, ce n'est pas propre à une époque, c'est quelque chose qui existe et dont il faut être conscient et faire attention, peut-être protéger les jeunes de ça, puisque visiblement certains adultes ne le font pas. Et Tattoo est un exemple, très simplement, un exemple de ça, un symptôme en fait de ce problème. Et que font les filles maintenant? On a Yulia qui continue sa carrière de chanteuse. Elle joue encore parfois sur le marketing, on va dire, des relations lesbiennes. Visiblement, elle a vu l'effet que ça avait. D'un autre côté, on a Lena qui, elle, a publiquement dit que si son fils était gay, elle ne le soutiendrait pas, elle le rejetterait en fait, totalement. Je trouve ça quand même assez ironique quand on sait que c'est grâce au concept, si tant est qu'on puisse le dire, au concept de l'homosexualité qu'elle a réussi sa carrière, qu'elle est devenue connue, qu'elle a gagné énormément d'argent. Et maintenant, elle parle du fait qu'elle rejetterait quelqu'un pour ça. Vraiment très très paradoxal. C'est la Russie, après, on peut se dire aussi qu'elle fait ça pour se protéger, que peut-être en réalité elle le soutiendrait, mais elle ne peut pas le dire. Mais d'un autre côté, on a Yulia qui, elle, joue avec. Donc c'est un petit peu ambigu, un petit peu équivoque. Puisque de toute façon, malgré un contexte en Russie maintenant qui est hostile envers la communauté LGBT, on peut remarquer qu'on peut encore jouer avec ça, puisque ça reste du marketing, puisque ça reste un fantasme. Ce n'est pas la réalité et je pense qu'ils le savent. Ils préfèrent visiblement rejeter, puisque Lena le dit elle-même. Donc on ne peut nier leur impact positif sur les jeunes, de manière générale sur la communauté LGBT dans le monde, puisqu'elles étaient connues mondialement. Elles ont aidé beaucoup à prendre conscience qu'ils n'étaient pas hétéros, mais d'un autre côté, elles ont aussi participé à la sexualisation des femmes et en particulièrement des jeunes femmes. Après, elles étaient jeunes, on peut pas forcément mettre la faute sur elles. Elles ont elles-mêmes peut-être été victimes de cela. Pour rappel, le duo a été créé en s'inspirant d'un film d'une histoire d'amour de deux lycéennes. Donc c'est, bon, voilà, on en a déjà parlé. Mais tout, ça reste quand même un duo mémorable. À mon avis, si vous connaissez sûrement, si vous entendez leur nom, si vous entendez leurs chansons, vous allez ressentir un petit peu de mélancolie, puisque c'est quand même, en France, c'était quand même assez connu. C'était quand même assez... Ça passait beaucoup à la radio et... Voilà, bon, c'était une époque, quoi. Et pour conclure, quand même si j'ai dit que Yulia, elle pouvait jouer avec ça, que le fantasme était possible, malgré l'hostilité envers l'homosexualité, est-ce que vous pensez que un duo qui vraiment joue cette chose-là comme si c'était réel serait encore possible en Russie de nos jours, malgré le contexte? Et donc, à la différence de Yulia actuellement, un duo où vraiment la frontière entre la réalité et le réel est beaucoup plus floue. Parce que Tattoo, on n'était pas vraiment sûr que c'était faux. Elle jouait tellement avec qu'on pensait un petit peu que c'était vrai ou on espérait que c'était vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?